J'ai toujours rêvé d'interviewer Johnny Hallyday et Johnny Cash. Pas de bol, mauvais timing. Mais ce soir, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jacques Duvall et Dan. Voici leur portrait. Dan, c'est un peu plus de 20 ans de carrière. C'est 13 albums. Mais surtout, c'est des chansons qui nous restent en tête. La crise. Victime de la crise, gavé de friandises. Icon. If you try to be an icon, then the icon becomes you. If you try to be a model, little catwalk over you. Ou encore Housewife. Avec ce florilège, vous l'aurez compris, Dan, c'est un mélange de genres, un parfait trilingue, en somme, le Belge parfait. Que serait un chanteur sans son parolier? Aux côtés de Dan, Jacques Duvall. Il est derrière les textes de vos chansons préférées. Banana Split, c'est lui. Paradis d'Alain Chamfort, c'est toujours lui. Et même Little Sister du groupe mythique Les Runaways, c'est encore lui. Il paraîtrait même qu'il aurait écrit pour Michael Jackson. Info ou intox? Réponse tout de suite. Salut les amis, bienvenue dans Divan, bienvenue chez moi. Un peu un fake appartement. Je vous propose qu'on s'installe sur la petite table pour commencer. Okay. Dan, tu peux te mettre à droite. Jacques, tu peux te mettre à gauche. Bon, je me suis un petit peu foiré en préparant cette émission. Parce que normalement, c'est des gens qui se connaissent pas, qui sont autour de cette table. Mais là, vous vous connaissez. Non, je n'ai jamais vu ce monsieur. Je ne connais pas Jacques Duvall. Non, en vrai, d'où est-ce que vous vous connaissez? Comment vous vous êtes rencontrés? Je ne sais même plus comment c'est. Parce qu'on se connaît quand même depuis combien? Très longtemps. Très longtemps. 20 ans, 25 ans. En flamand, on dit soort zoekt soort. Les gens similaires se retrouvent à un moment donné. Et donc, heureusement, on s'est croisés. Je crains que c'est ça. C'est quoi? C'est via des amis communs ou c'est grâce à la musique? Aussi, oui, je pense aussi grâce à des amis communs. Oui. Et puis bon, on a fait des trucs ensemble. Ouais, on a même fait un concert ensemble, je me souviens. Oui, au Botanique. Oui. Quelqu'un a dansé, mais moi pas. Tu t'en vas de ma léger. Mais j'ai envie de tester du coup, voir si vous connaissez vraiment. Je vais vous donner des affirmations sur l'un et sur l'autre, et vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Ah, ok. Ok. Au sujet de Dan, Jacques. Dan aurait collaboré avec Steve Albini, qui était producteur de Nirvana, des Pixies et de PJ Harvey. C'est vrai ou faux? Ça pourrait bien être vrai, oui. Ouais. C'est vrai ou c'est... Oui, c'est vrai. Ouais, c'était magnifique. C'était comment? Après avoir collaboré avec nous, il mettait des pubs dans le journal à Chicago en disant on travaille même avec des Belges. Ouais. Et comment ça s'est fait cette rencontre avec lui? Genre t'as envoyé une maquette? Il était dur, il était très spirituel, mais c'était un puriste. À un moment donné, on voulait rajouter un clavier, donc on lui demandait est-ce que vous avez du MIDI? Vous voyez, des trucs électroniques. Il disait je n'ai jamais entendu ce mot-là, mais je suis sûr qu'on ne l'a pas. Parce que c'était un puriste qui travaillait que avec des instruments, on va dire, à cordes et tout ça. Oui, allez. Jamais avec des ordinateurs. Quand il enregistre un son, il fait des documentaires. Et donc, fais ton truc, allez, chante ou joue ta guitare et je vais rien changer. Je vais juste l'enregistrer le mieux possible avec les meilleurs micros, avec les meilleurs préamplis. Mais s'il y a une faille, alors c'est votre faute. C'était vous qui l'aviez choisi? Oui. Ouais. Pour se faire du mal, en fait. Allez, c'était une torture, parce qu'il était tellement impressionnant et sévère. Mais ça a marché. Surtout que je n'avais pas encore écrit les paroles de l'album à l'époque. Mais le fait de parler avec lui, qui est un homme très intelligent, m'a poussé d'aller chercher beaucoup plus loin dans l'écriture en anglais, ce qui n'est pas ma langue natale, évidemment. donc finalement, ça marchait très bien. C'est fou, ça. Pour Jacques, il paraît que son bonbon / caramel préféré, c'est le babelute. Je ne sais pas où t'as été pêché ça, mais ça pourrait même être vrai. C'est vrai? Parce que j'ai vu que tu avais un chat qui s'appelait comme ça. Ah, c'est ça, exactement. Voilà, ça, effectivement. Ça sonne bien. J'avais un chat suicidaire qui s'appelait comme ça.
Il se jetait du 4e étage par la fenêtre. C'est-à-dire, en fait, il n'était pas suicidé, il était juste con. Quand il voyait passer un oiseau, il sautait dessus, puis bref, il s'écrasait en bas. Et il y avait un pharmacien qui était tout en bas et qui ramassait le chat. Mais comme évidemment, chaque fois, il se cassait quelque chose, une patte ou une côte ou un truc comme ça, il en est venu à détester tous les humains parce que c'était des imbéciles qui le ramassaient quand il est, tu vois, sans faire attention. Donc, je devais l'enfermer quand il y avait quelqu'un qui venait à la maison. Ouais. Mais oui, effectivement, Bablut. Et pour Dan, sa langue maternelle, c'est le français. C'est vrai ou faux? Non. Dan? Vrai ou faux? Non, pas du tout, non. Comment t'as appris le français? L'amour. L'amour, c'est-à-dire? Bah, non, je suis parti à 15 ans. Je voulais devenir archéologue. Alors, j'étais parti à Paris pour faire des fouilles d'une villa romaine. Et il y avait une très belle fille qui avait mon âge, 14-15 ans, et qui me parlait en français. Donc, j'ai dû apprendre en une nuit le français. Et tu te souviens de la première phrase que tu lui as dite en français? Je me rappelle sa première phrase. C'était quoi? Mais tu ouvres ta bouche. C'est vrai, elle t'a dit ça? Ouais. Est-ce que ça a été l'inspiration pour une chanson ou pas? Non, c'est juste, allez, tout sonne plus beau en français qu'en néerlandais. Allez, en néerlandais, c'est trop quotidien, c'est trop brut, ça je connais. Allez, c'est trop lié à des événements quotidiens. Donc, ouais, quand on dit la même chose en français, ça me fait rêver. C'est marrant parce que tu parles de l'adolescence, 14-15 ans. C'était quoi les premiers artistes qui vous ont scotché à la télé ou à la radio, Jacques? Je suis né en 1952, je commence à écouter la radio fin des années 50. Donc c'est vraiment les débuts du rock'n'roll, c'est Elvis et pour nous les Français, Johnny. Johnny, ouais. Voilà. Comment tu l'as découvert, Johnny? Tu te souviens de ça? Oui, j'avais mon meilleur copain habitait sur le même palier que moi. Et son père était une vedette dans le quartier, c'était le général Henry, qui était aviateur. Je crois qu'il avait été dans la patrouille des Diables Rouges. Enfin, tu vois, c'était l'idole absolue de tout le quartier. Si tu voulais être un homme, tu devais être comme le général Henry, quoi. Et je me disais, oh, je suis bien placé, je suis le copain avec son fils, je vais un jour être un vrai homme comme lui, quoi. Et un soir, c'était la seule famille qui avait la télé dans le quartier. Et un soir, je vais regarder la télé avec eux, et il y a Johnny Hallyday qui passe. Et le général Henry, que je respectais à mort, dit « Ah, quelle pédale !» Et je me suis dit, là c'est la première fois de toute ma vie que je me suis dit « Les adultes ne comprennent pas tout. » Parce que là, il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il n'avait pas compris? Quoi, l'avènement du rock'n'roll ou Oui, je pense que c'était ça. Manifestement, il ne comprenait pas, je sentais qu'il ne comprenait pas, quoi. Parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Waouh !» C'est ce que je vais faire, tu t'es dit ça ou pas? Non, ça je me suis jamais dit en fait. C'est ça qui est bizarre. Je ne sais pas, toujours pas pourquoi je l'ai fait en fait, quoi. Ah, c'est vrai? Parce que c'est venu par hasard en fait. Oui, c'est... Comment c'est venu toi? Tu as décidé? Non, on décide pas ça quand même. Enfin... C'était le dernier choix. Oui, c'est ça. C'était l'option qui restait. C'est le dernier choix. C'est ça en fait. Bon, tu ne sais rien faire d'autre en fait, c'est ça quoi. Oui. C'est quoi toi ton moment fondateur avec un artiste? J'ai acheté quand j'avais 7-8 ans, 77 je crois, j'ai acheté une petite radio Philips et j'ai commencé à écouter tous les hit parades et c'était n'importe quoi tout le temps, mais ça venait, c'était plein de couleurs et plein de vibrations et j'étais addict à ça. Je me disais, waouh, comme ça doit être beau de pouvoir chanter du fiction, créer la fiction et ça doit être plus gai que la vie même. Ouais. Tu trouves juste ça beau en fait et t'essayes. Je crois que moi, j'ai essayé d'être dedans, mais comment est-ce que je pouvais être dedans? Je jouais d'aucun instrument. Ma mère jouait du piano, elle a essayé de m'apprendre, mais c'était une catastrophe. C'est vrai? Et donc, tu essayes de trouver qu'est-ce que je peux éventuellement faire pour être vaguement dedans, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai toujours un peu écrit, j'ai toujours fait. Quand j'étais petit, on habitait en France. Ça, je me souviens, anecdote. Vas-y. Voilà, j'étais à l'école, à Paris. Et un jour, la prof rentre en classe et elle parle à toute la classe en général. Elle dit, c'est vraiment, aujourd'hui est un jour noir, c'est vraiment une catastrophe. Parce que l'examen de français, le premier, c'est ce belge. Tu vois? Donc, et c'est la première fois où je me suis dit, tiens, ça je sais faire, quoi. Tu vois? Mais il y a un truc, en ce moment, là, en 2023,
la belgitude, le belge est super cool. Il y a Stromae en France, Angèle en France. À l'époque, c'était aussi le cas, cette coolitude ou pas du tout? Non, pas du tout. Pourquoi? Je ne sais pas, il y avait juste les coureurs cyclistes qui étaient belges. Et il y avait Jacques Brel, mais quelque part, les Français, à la limite, ne le savaient pas. C'était un chanteur français pour eux. Et Adamo. Et Adamo. Et Adamo, tu as raison, c'est vrai qu'il était quasiment... qui était vraiment une super vedette, quoi, oui. Mais derrière, sur le vinyle, c'est marqué cet artiste français. Allez, Voilà, Adamo 66, derrière, sur le vinyle, cet artiste français, il n'est pas mentionné comme belge. Donc. En préparant l'émission, je voyais que tu étais aussi super fan de Bob Dylan. À quel moment il y a eu ce déclic, que tu nous parles de couleurs à travers la radio? C'est quoi Bob Dylan? Bob Dylan m'a intrigué. Bon, faire de la belle musique, ça c'est une chose, mais être un personnage curieux derrière... Allez, et là, Dylan était... À un moment donné, ma sœur me donnait un livre avec tous les interviews de Bob Dylan, mais rangé par question. Donc, tu es né dans quelle année? On demande à Bob Dylan. Et puis, il y a toutes les réponses qu'il a données dans toutes les interviews. Oui, et c'est toutes des années différentes. Vos parents faisaient quoi? Et puis, il ment pendant 2-3 pages. Et donc, je me disais, mais waouh, quelle libération. On peut juste fabuler même son propre personnage et jouer avec cela. Du coup, ça a été quoi ton personnage, toi? Je sais pas, choisissez. Mais alors, je vais reformuler. Qu'est-ce que tu voulais... quelle image tu voulais nous renvoyer? Confusion. Confusion tout le temps? Oui. Allez, je me rappelle, mes premiers vinyles, c'était un Bob Dylan, 83, mais aussi un Duran Duran. Et je me disais, bon, ça, personne à l'école va accepter que j'ai et Bob Dylan et Duran Duran, mais moi, je vais y arriver. Et donc depuis, c'est ma mission de mélanger les influences et d'essayer de démontrer qu'il y a moyen de mélanger tout ça. Allez, tout sauf le purisme ou tout sauf le snobisme intellectuel autour de la musique. Que ce soit à travers Bob Dylan ou Johnny, est-ce qu'il y avait une sorte d'amour de l'Amérique en mode terre où il faut absolument aller? Moi, oui. Ouais. Je me dispute souvent avec mes amis qui... La plupart de mes amis sont anglophiles. Et pour moi, les Anglais... C'est nul? C'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose. Enfin, Genre les Beatles et tout ça? Oui, même les Beatles. Je trouve que les Beatles ont tout foutu en l'air. Oui. Parce que... Merci. Avant... tu sais, moi, en fait, je suis remonté. Tu vois, j'aime Bob Dylan, alors je remonte. Qu'est-ce qu'il aimait bien? Tu tombes sur des vieux disques de blues, de folk, etc., quoi. Et j'ai remonté jusqu'aux années 20, 30 et tout ça. Et pour moi, la période bénie, c'est les auteurs-compositeurs de Broadway, où tu avais un type qui faisait les paroles, un type qui faisait la musique, un type qui chantait, et chacun faisait son truc super bien, quoi. Et puis les Beatles sont arrivés, et ces connards savaient tout faire. Tout en même temps. Je crois qu'ils ont retardé l'évolution de la musique pop de 5 ans. Sans les Beatles, on serait beaucoup plus loin. C'est marrant, parce que là, pour le coup, ce que vous êtes en train de me dire, c'est quand même une opinion très impopulaire. Oui, et en même temps, voilà, il y avait des trucs que j'aimais quand même bien, quoi. Surtout à l'époque, quoi. Mais je préférais quand même un peu les Stones que les Beatles. Ouais. Et c'est un groupe de blues, quoi. C'est un groupe de musique américaine. Ce qui était dommage, c'est qu'ils avaient un succès fou, mais ils étaient, pour le dire en néerlandais, ils étaient sully. Ils étaient un peu cons, un peu bêtes. Et donc, c'est dommage qu'il y ait eu tellement d'attention pour un groupe qui en fait était un peu mièvre. Il n'avait pas la... Mièvre, ça j'aime bien aussi de temps en temps. Tu disais que tu aimais bien Duran Duran. Moi j'aimais bien Paul McCartney, tu vois, justement, parce que tout le monde disait le vrai c'est John. Et moi je disais, les petits trucs gna de Paul McCartney, j'aimais bien ça. Moi j'ai toujours bien aimé les ballades, moi, les chansons tristes et tout ça. Aujourd'hui vous êtes quand même des artistes accomplis, vous avez publié des albums ou des chansons pour toi Jacques ont été publiées. Mais comment tout a commencé ça? C'est à quel moment vous avez mis votre premier pas là-dedans? Par exemple, pour toi, c'est quoi la première chanson que tu as publiée? C'est Banana Split. Non, il y a peut-être une chanson que j'ai sortie avant, oui. C'est un espèce de disque autoproduit du temps du punk en 1977. Quand Dan découvre la radio? Quand Dan découvre la radio. Je l'ai entendu crier au loin. Et c'était quoi? C'est une chanteuse qui s'appelle Marie-France. J'étais fan avec Jay Alansky, on était fan d'un groupe qui s'appelait les New York Dolls, qui était un groupe qui était très mal considéré à l'époque.
C'était des gars qui se maquillaient en filles, qui marchaient sur des hauts talons et tout ça, et qui essayaient de redécouvrir un peu l'énergie du rock'n'roll du début, en ne jouant pas très bien. Finalement, presque le punk avant que ça devienne le punk. Et ils sont venus jouer à Paris, et Marie-France était là. Et Marie-France, elle avait un numéro à l'Alcazar. C'est un cabaret parisien. Et elle faisait des numéros sur des morceaux de rock, ce qui de ce temps-là était très très rare, quoi. Et on s'est dit, ouf, celle-là, on va... Il faut lui écrire une chanson. On va lui écrire une chanson. Ça s'appelait comment, le morceau? Allez, Le premier morceau s'appelait Déréglé. Mais il y a aussi un autre truc que j'ai trouvé assez dingue. Dans la même année, t'as écrit une chanson pour les Runaways, il paraît. Ouais. Runaways, je le rappelle, c'est quand même le groupe de Joan Jett. Comment tu te retrouves à écrire pour J'étais avec un copain. De ce temps-là, je travaillais à la Médiathèque nationale de Belgique. Et donc, voilà, un soir, je suis avec un collègue de la médiathèque et le premier album des Runaways vient de sortir. Et on avait vu des articles, enfin moi j'avais lu des articles sur les Runaways. Je savais que c'était produit par un gars qui s'appelle Kim Fowley, que j'aimais déjà bien. Et donc je me suis dit, voilà, ça va me plaire, quoi. J'ai acheté le disque, on a écouté à deux. Et mon copain, il danse comme un malade. Et moi je dis, bon c'est de la merde, ça me plaît absolument pas. Je trouve que c'est du hard rock boogie, ça me plaît pas. Il me dit, toi t'es toujours très très fort pour descendre tout le monde, mais t'as jamais rien fait de ta vie, quoi. Je lui dis, en 5 minutes, je t'écris une chanson meilleure que toutes les disques qu'il y a sur l'album, quoi. Et j'écris la chanson. Il me dit, mais qu'est-ce qui me prouve qu'elle est bonne? Si t'as vraiment des couilles, tu le renvoies. Donc j'ai envoyé la chanson et elles l'ont prise, quoi. Donc ça, c'est vraiment une chance sur 1 milliard. Et c'est comme ça, si tu veux, que je suis effectivement rentré dans le métier. Un jour, j'ai reçu un télégramme. Le facteur est venu sonner chez moi. J'avais un télégramme, mais c'était 6 mois après en plus, parce qu'il fallait le temps qu'ils reçoivent la chanson, tout ce que tu veux. Mais là, quand j'ai reçu le télégramme, tout était déjà enregistré. Ça sort la semaine prochaine en premier single au Japon. Va signer. Donc j'ai été signé chez un type qui s'appelait Roland Kluger et qui avait un label qui s'appelait RKM. Et c'était Plastique Bertrand et tout ça, quoi. Incroyable. Et ça fait quoi d'avoir une chanson qui sort au Japon comme ça, à ce moment-là? Tu réagis comment? Tu réalises pas parce que t'es pas préparé, quoi. T'es pas préparé. Ça te parle un peu dans tes débuts, toi, Dan? Oui, mais c'est ce qui m'excite, ça, les jeux. C'est vrai? Oui. Mes rêves la nuit sont beaucoup plus forts et beaucoup plus intéressants que mon quotidien. Donc, quelque part, j'étais préparé à tout ce qui allait m'arriver parce que j'en rêvais la nuit. Ton premier groupe, c'est quoi? C'est Volt? Oui. C'était Citizen Kane, ça m'arrangeait parce que c'était le nom d'un film connu. Alors tout le monde disait « Ah oui, j'ai déjà entendu de ça, toujours. » Bon, évidemment. Et puis j'ai continué les expériments, oui. Mais puis j'ai un peu abandonné tout ça. Ouais, j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, t'en avais un peu marre du système des maisons de disques et tout. Bah, je me disais ça va jamais marcher, alors c'était pas un métier. Allez, je me disais pas on peut vivre de ça. Ça n'existait pas dans les années 90. C'était pas une option, c'était pas réaliste. C'était avant Deus, avant. Ouais. Donc je suis devenu graphiste. Ce qui était le même jeu en fait. Travailler pour la pub, juste faire des trucs qui font pouf. Et entre la pub et l'univers musical, c'est quoi les différences à l'époque? Ce qui me frustrait dans la pub, c'est comme j'étais graphiste, on me laissait pas chipoter avec les mots. Donc je pouvais choisir la plus belle typographie, la couleur, la photo, n'importe quoi. Et puis, ouais, il me donnait toujours des paroles. Je disais, mais non, je vais mettre d'autres paroles. Alors parfois je disais, sorry, mais donc j'ai trouvé la bonne typographie, mais la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne rentre pas sur la fiche, donc il faut changer les paroles. Il me regardait comme ça. Bien essayé. Ouais, bien. T'as ce truc de changer les paroles, j'imagine qu'en tant que parolier, on a dû te le dire pas mal, non? Ouais, ouais. Ça a été quoi la chanson la plus frustrante que t'as dû écrire? On t'a dit, on change ça. J'ai fait ça une seule fois. J'ai toujours fait exactement ce que je voulais, et sinon ça ne se faisait pas. Et une fois, j'ai accepté de changer toutes les fois qu'on m'a dit de le faire. C'était parce que moi, je suis fan du Sporting d'Anderlecht, une équipe qui a un petit peu de problème en ce moment.
Et il y avait un joueur qui s'appelait Enzo Schifo, un joueur d'origine italienne. Et moi, j'adore la variété italienne. Et c'était mon joueur préféré à l'époque. Et il y a une maison de disques qui me téléphone et qui me dit on fait un disque avec Enzo Schifo, est-ce que tu veux écrire la chanson? J'ai dit oui. Donc j'ai écrit la chanson. Je crois que j'ai dû recommencer 54 fois, mais chaque fois qu'il disait ça, tu changes, j'ai changé. Chaque fois j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait, mais il fallait que ce soit moi qui soit sur ce disque-là. Et quand c'est sorti, dans la presse, ils ont dit un des pires disques de l'histoire de la pop musique. Voilà. Oh merde. J'ai mis mes chaussures italiennes, même sous la pluie je me promène. Ça fait tomber, je le sens à peine. Dan, comment tu fais cette transition parce qu'on a un peu switché par rapport à cette histoire de pub. À quel moment tu dis bon allez la pub, ciao, je vais quand même retenter ma chance Oh, c'est juste que je me rendais compte que je travaillais 15-20 heures par jour, aller non-stop, comme indépendant. Ça me rendait dingue. J'avais une sorte de burn-out et je me disais, bon, OK, là, tu as compris comment vendre tes idées. Tu sais travailler pendant 15 heures par jour. Si maintenant tu appliquais ça à ta passion, à la musique, peut-être ça peut marcher. Et donc j'ai dit au revoir à toutes les commandes qu'on me faisait. Mais donc j'ai juste continué à travailler 15 heures par jour, mais sur mes propres trucs. Il semblerait qu'un des premiers albums de Dead Man Ray, vous l'avez tendu à Arnaud et que ça vous a un petit peu aidé à vous faire connaître, parce qu'il est retombé par hasard sur cette chanson à la radio. Et bizarrement, 10 ans avant Dead Man Ray, il avait déjà été très fan d'un morceau de mon groupe quand j'avais 20 ans, Gasoline on Fire. Mais je sais qu'il a flashé sur notre premier morceau qu'on a sorti avec Dead Man Ray. Ouais. Le fait d'avoir une figure comme lui qui valide un groupe comme le tien, est-ce que c'est un plus à ce moment-là? Oui, parce que... Comment dire, on ne fait pas tous de la musique pour la même raison. Donc, tu es content quand il y a un expressionniste, disons, tu as des impressionnistes et tu as des expressionnistes, tu as des brutistes ou des... quand ceux-là reconnaissent un peu des qualités dans ta musique, ça fait... c'est un beau compliment. J'avoue, ouais. C'est assez chouette. Parce que ce que je vous propose, c'est qu'on continue cette discussion sur le canapé. En plus, il y a une guitare. Donc peut-être qu'à un moment donné, tu nous joueras un petit truc, Dan. Ça va? Oui, ça va. Allez, c'est bon, bouge. On était en train de discuter de tubes. Jacques, et on va commencer avec toi, Jacques. C'est quoi le tube que tu as écrit qui t'a rendu le plus fier? Moi, je suis un type extrêmement prétentieux, donc chaque fois que je fais quelque chose, je suis très, très fier. Ah, c'est vrai, très, très fier. Très, très fier. Quand je lis tous ces gens, tu sais, il paraît qu'il y a beaucoup d'artistes qui travaillent en jetant des choses et tout ça. Moi, si tu regardes mes brouillons, un brouillon, pour moi, c'est quand il y a, je sais pas, il y a un mot où ça a un tout petit peu changé, quoi. Ça, c'est un brouillon. Moi, dans ma tête, ça vient... Donc à chaque fois, un jet. Voilà, un jet en 5 secondes. Inspiration divine, quoi. Mais il y a quand même bien... J'apprécie ton ego. Il y a quand même bien au moins une ou deux chansons qui se démarquent et dont tu es le plus fier. Non, sincèrement. Ah non, elles sont, voilà, je les trouve toutes géniales. Même celles qui ne sont pas sorties? Même celles qui ne sont pas sorties. Oui, surtout celles qui ne sont pas sorties. Alors raconte-moi, il paraît qu'il y en a une qui a été écrite pour Michael Jackson. Ah oui, c'est vrai ça. Oui. Elle n'était pas terrible. Par contre, celle-là... elle n'était pas terrible, ok. C'était quoi cette chanson? Elle n'était pas terrible. Il avait l'idée de chanter en français. Il se trouve, j'étais dans le même label, j'étais chez CBS. Et le directeur artistique avait entendu des trucs que j'avais faits. Et il m'appelle dans son bureau et il me dit « Écoute, est-ce que tu peux écrire une chanson pour Michael Jackson ?» C'était à l'époque où il cartonnait comme un malade. Et quoi, t'étais sur le cul? Donc je dis oui, je peux essayer. Je suis pas sûr que je sois dispo. Voilà. En fait, il fallait faire une version française. Le morceau d'origine, c'est un morceau qui s'appelle Liberian Girl. Liberian Girl, you know that you came and you changed my world. Et donc voilà, je fais un truc, un texte français. Adaptation parfaite ou tu avais changé un peu l'histoire? J'avais un peu changé quand même. Et là, justement, on m'avait pas embêté. T'imagines, même pour Michael Jackson, on m'avait pas embêté, quoi. Donc je dis, fantastique, si en plus je peux faire ce que je veux, c'est parfait, quoi. Mais à cette époque-là, son producteur, Quincy Jones, avait une petite amie française. Et c'était elle qui
apprenait à Michael À parler français. à parler français et à chanter en français. Et on me disait toujours, la semaine prochaine, tu reçois la première démo, et alors éventuellement, oui, tu retravailles un petit peu, parce que s'il y a des mots qu'il ne sait pas prononcer, quoi. Et en fait, j'ai jamais rien reçu. Et un jour, la fille a téléphoné chez CBS, elle a dit « N'essayez pas de le faire chanter en français, c'est impossible. » Donc voilà. Dan, c'est quoi la chanson qui te rend le plus fier que tu as écrite? Oh, les morceaux. Chaque fois que j'ai eu le bonheur d'avoir un enfant, allez, mon fils, ma fille, ma deuxième fille, je leur écris un morceau avant qu'ils soient nés. Et bizarrement, c'est le morceau... Avant qu'ils soient nés, en plus. Oui, oui. Mais c'est le morceau qui me reste le plus au cœur. Et ça raconte quoi, ces morceaux, exactement? Le premier, c'était Woods, que j'ai écrit pour mon fils, juste avant qu'il naisse. J'essaie d'expliquer pourquoi papa est dans la forêt. Et pourquoi il était dans la forêt, papa? C'était une période très tourmentée, très mouvementée. Il se passait plein de choses. C'était peut-être pas le moment idéal pour mettre au monde un enfant. Après, oui. Mais on n'est jamais prêt, donc... Est-ce que vous en avez parlé ensemble? Non. Non, c'est vrai. non, j'étais en train de me dire, merde, il va regarder l'émission, il va se rendre compte, il va lire les paroles. Non, donc, mais avec chaque enfant, on devient plus sage. Allez, pour ma fille, pour Michel, c'était belle. Ouais. C'était beaucoup. Laisse-moi te trouver belle. Laisse-moi te trouver belle. C'est mon droit constitutionnel. Et puis pour ma dernière fille, c'était un morceau que j'ai intitulé Out. I'll be there when you get out. Je serai là quand tu sortiras. Donc pour l'accueillir, quoi. Oui. Ouais. J'aime bien le fait que le côté un peu émotionnel vienne se mettre dans la musique et que tu puisses créer cette connexion. Et d'ailleurs, il y a une connexion qui est assez intéressante aussi pour toi au niveau émotionnel, c'est entre toi, l'enfant, et l'idole. Tu as essayé d'écrire aussi pour Johnny. Oui. Mais apparemment, c'est pas passé comme prévu. Ça n'est pas passé. Là aussi, il y a eu des problèmes de maison de disques et tout ça. Il fallait faire une chanson très très vite. C'est pour ça qu'ils se sont adressés à moi, parce qu'ils savaient que j'écrivais vite. Et on m'envoie un morceau où il chante. D'ailleurs, à mon avis, c'était pas lui, parce qu'il paraît qu'il a eu un double vocal qui chante vraiment comme lui. Un double... Un double vocal? Un gars qui chante comme Johnny, tu vois, et qui a appris à chanter comme Johnny, et qui, si Johnny avait des problèmes sur scène, lui, il était derrière, Ouais. et il chantait tout le temps, et au cas où Johnny avait un problème, on coupait la voix de Johnny et on mettait la voix de l'autre. Mais non, donc en gros, t'es en train de me dire qu'en live, les deux chantaient en même temps? Je pense, en tout cas d'après ce qu'on m'a raconté, que je trouve ça une tellement belle histoire de show business que je l'ai cru immédiatement. D'un autre côté, à mon avis, aucun fan de Johnny ne peut croire qu'il y a un gars qui chante en même temps que Johnny. Je pense pas que c'était son principal travail, hein. Je pense que son principal est parce que Johnny chante assez bien lui-même pour qu'on n'ait pas besoin de le doubler, quoi. Mais je pense qu'il faisait toutes les démos et des choses comme ça, par exemple, entre autres. Et c'était... Eric Bamy? Est-ce que c'était Eric? Je ne sais plus. En tout cas, Bamy, comme tu dis. Ok. Et donc voilà, je reçois ce morceau, et c'est en anglais en plus. Et je reçois aussi, en même temps que la musique, je reçois une liste avec des mots écrits en français. Et était marqué, justement, il y avait River, et était marqué rivière. Donc j'ai écrit ma chanson, et j'envoie. Et la maison de disques me rappelle, et elle me dit, mais il n'y a pas les mots. Ah oui, t'avais écrit comme Dit, quels mots? Ben, on t'a envoyé une liste avec les mots. Il faut les mots dans la chanson. J'ai dit, ça je ne fais pas, quoi. Même pour ton idole? Voilà, même pour mon idole, je dis ça, je ne fais pas. Et une semaine après, le disque sort. Et Étienne Rodagil, qui est quand même un gars considéré comme en plus, justement, un vrai artiste, quoi, tu vois, beaucoup plus que moi. Moi, je suis un parolier de variété, lui, c'était un poète, quoi. Eh bien, il avait fait la chanson et il y avait tous les mots, quoi. Ah ouais, ok. Vous avez un peu travaillé ensemble, tous les deux? Est-ce qu'il y avait une liste de mots de la part de Dan? Je crois que bizarrement, nos sensibilités se rejoignent déjà. T'as déjà un peu écrit, toi, pour d'autres? Non, déjà écrire pour moi-même, c'est dur. Ça me pousse à la schizophrénie. Et tu produis les autres. Oui, parfois, oui.
Pourtant, si j'ai bien compris, tu as quand même fait des adaptations, notamment une adaptation d'une chanson de Brassens. Ah, ouais, parfois il y a des choses. Allez, j'ai grandi avec du Brassens dans les années 70. Allez, mon père mettait toujours ça, donc j'ai grandi avec cette voix-là. Et puis quand j'écris des morceaux moi-même, allez, c'est marrant parce que j'ai un public qui est principalement des Flamands, Ouais. des Belges, mais beaucoup de Flamands. Donc si je fais un morceau comme... si on prend un morceau comme Icon. Ah oui, bah oui, c'est du Brassens. If you're trying to be an icon, then the icon becomes you. If you're trying to be a model, little cat walk over you. Et puis tous les Flamands croisent comme, ouais, il fait du Johnny Cash, mais non, c'est pas du Johnny Cash, c'est du au village sans prétention, j'ai une mauvaise réputation. Mais ça, personne connaît en Flandre, donc. Ah, c'est fou. Donc il y a un certain attachement avec. Mais et d'ailleurs, je te partage mon sentiment perso, je t'avais découvert avec cette chanson Icon. If you try to be an icon, then the icon becomes you. If you try to be a model, it'll catwalk over you. Je le passais en boucle, je ne sais plus sur quelle radio, et je me disais, mais c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose, mais j'avais pas fait le rapprochement avec du Brassens. Et quand tu le dis au public flamand, ils réagissent comment? Est-ce que tu sais si ça a créé des vocations et ils se sont dit, ah bah, Oui, je leur confonds tout le temps parce que parfois aussi je leur chante du Duran Duran. See them walking hand in hand across a bridge at midnight. Tout vient de Georges Alors, Brassens. oui. Même Duran Duran vient de ouais. Non, d'ailleurs, Jacques a écrit des magnifiques paroles. Il y a une version française. Icon, oui, c'est la c'est gueule le du premier loup. truc que j'ai que tu as écrit pour Dan? Un truc en français sur Icon, j'ai oublié comment ça s'appelait en plus. Toi aussi, à mon La avis. gueule du loup. La gueule du loup, c'est La ça. gueule du loup, oui. L'amour dans les chansons, on le fredonne à l'unisson. L'amour dans les contes de fées finit toujours par triompher. Ça racontait quoi cette chanson? J'oublie systématiquement. Quand je te jure, c'est même pas. Mais c'est pour ça, c'est parce que tu oublies que tu dis que toutes ces chansons sont... Oui, oui. C'était en gros un avertissement qu'il valait mieux pas me rencontrer de plus proche que... Oui, je pense, oui. La première impression que j'ai eue de lui. Gardez vos distances un peu. D'ailleurs, c'était compliqué. Tu parlais du franc belge en français. C'était comment tu as écrit cet album? Tu as été accompagné par des paroliers et tout. Et comment tu as fait pour leur transmettre, et d'ailleurs, ce serait une question pour toi, leur transmettre ce que tu avais envie de dire et qui reste collé à ça? Je crois que quand tu fais la musique, il y a plein de mots qui arrivent, mais c'est du brutisme. Allez, c'est une feuille pleine de sentiments, de mots bruts, mais c'est pas des phrases. Et c'est pas lié, il n'y a pas de cohérence. Mais ça, tu peux communiquer avec quelqu'un qui sait en faire une belle histoire ou quelque chose de cohérent. Pour le morceau La Crise, du coup, qui est en français. Il y avait quelque chose de très universel. En plus, ça arrivait juste après la crise de subprime et la crise qu'il y a eu en Grèce. T'as eu ce... Est-ce que tu t'es rendu compte lorsque tu l'as sorti que ça pourrait résonner chez plein de personnes? Je te dis ça parce que sous les commentaires de la chanson sur YouTube, il y a plein de commentaires en grec. Et j'étais en mode, c'est fou quand même que Dan, il est passé les frontières et qu'il se soit retrouvé un peu là-bas. Ouais, mais ce qui est intéressant, que quand on était au studio, il y avait le bassiste Michel Hatzigeorgiou, qui joue chez Akamoun, qui est un magnifique bassiste que j'adore, un bassiste de jazz, dont le père était grec. Ah, ok. Et donc, bizarrement, Michel s'est reconnu dans le morceau, ou dans la crise grecque, ou dans la crise dans tous ces états, ou en général, parce que c'est quelque chose qui dépasse cette notion-là. Et donc, c'est lui qui a rajouté du rebetiko, qui était la musique protestante un peu pendant la dictature en grec. Et donc, ça fait que le morceau devenait un peu plus universel et que la notion de crise devenait plus grande que juste la crise grecque. Allez, c'est marrant parce que là, je le rejoue et chaque année que je joue le morceau, il y a une autre crise à qui ça s'adapte. Donc c'est un morceau intemporel, c'est ça que tu es en train de me C'est dire. un evergreen parce qu'il y a des crises tout le temps. En plus, l'intro, c'est du bouzouki, non? Oui, C'est pas ça, hein, l'instrument traditionnel. bouzouki et puis baglama, c'est un petit instrument que les Grecs ont inventé parce que c'était interdit de jouer de la musique, parce que c'était trop aller contre la dictature. Donc ils ont inventé un tout petit instrument qu'on pouvait cacher dans sa veste.
Et donc les gens se voyaient le soir, mais ils cachaient leur petit instrument. Et c'est cet instrument-là qui est dedans. Alors pour revenir à l'écriture des chansons, j'ai l'impression que tu imposes plus par rapport à ce que tu disais par rapport à Johnny ou tout à l'heure en disant c'est toujours le mot à la virgule près. Est-ce que parfois ça arrive qu'avec des artistes vous échangiez vraiment pour essayer de transmettre ce que lui ressent? Je commence un tout petit peu à céder. Voilà, à m'assouplir, on va dire, quoi. Waouh. Oui, parce que c'est agréable aussi, finalement, quoi. Ouais. C'est, Avec qui tu as commencé à faire ça? J'ai fait des essais qui ont raté. J'ai travaillé sur un album avec Alain Bachung et je me suis rendu compte à cette époque-là que je n'étais pas prêt à faire ça, quoi. Et puis, voilà. Ça a commencé à venir petit à petit. Je me suis rendu compte que tu peux écouter les autres de temps en temps, quoi. Voilà. Ça t'a mis combien de temps pour te rendre compte de ça? C'est une possibilité. Alors, je pense que j'ai bien dû mettre 60 ans avant de... J'ai 70 ans aujourd'hui. À mon avis, c'est dans les 10 dernières années que j'ai commencé à vaguement admettre voilà, que quelqu'un d'autre pouvait avoir une idée. Disons que c'est un autre exercice, quoi. Parce que finalement, si tu as dit ce que tu avais envie, ça va, à un moment aussi, tu l'as dit, quoi. Et puis, quelqu'un te dit, et moi, je veux dire ça. Et tu dis, peut-être que je peux faire un truc où il croit que je parle de ça, mais je vais quand même parler de ce que moi, j'ai envie. À la Bachung, quoi, genre comme Annie aime le sucette, quoi. Oui, à la Gainsbourg. Gainsbourg, pardon. Gainsbourg, pas Gainsbourg. Oui, pas... J'ai pas envie non plus d'arnaquer les gens, quoi. Tu vois, donc, parce que ça, c'est faisable, mais je trouve qu'il faut que l'autre soit content aussi, quoi. Voilà. Donc pour Banana Split, la double Banana lecture... Split, il n'y a eu aucun... en fait, la double lecture, ce qui est rigolo, en fait, c'est tout à fait le contraire des sucettes Banana Split. Tu sais, Banana Split, ça faisait 2 ans qu'on écrivait des chansons pour Lio. Ouais. Et on avait à peu près tout un album. Et la maison de disques a dit vous ne pouvez pas commencer, aucun de vous n'est connu, vous ne pouvez pas commencer à faire vos trucs à vous. Donc vous allez d'abord faire un 45 tours qui sera une reprise. Et notre éditeur, qui s'appelait Yann Daz, était un type qui était amoureux, fou de girl groups des années 50-60, comme Lio l'était. Et il nous a donné de ce temps-là, ils avaient dans les maisons de disques des 33 tours avec quasiment 100 chansons, juste l'intro, le premier couplet et le refrain. Oh. Et voilà. Et c'était tout ce qu'ils avaient en édition chez eux, évidemment, parce que s'ils disent que tu dois faire une reprise, il faut quand même que ça reste dans leur catalogue pour qu'eux se mettent l'argent en poche, quoi. Donc, avec Vanda, on a écouté ce disque et on est tombé sur une chanson des Ikettes, qui est les choristes de Ike et Tina Turner. Ouais. Le morceau s'appelait Peaches and Cream, en gros, pêche melba. Ouais. Et donc, voilà, on s'est dit, on va faire ce truc-là. Et moi, j'ai fait un texte. Et au départ, j'avais envie de faire un truc sur... Mais ça, pêche melba, enfin, c'était pas terrible. Banana Split, ça sonnait mieux, quoi. Et puis, j'ai appelé Jay, le compositeur, qui me dit, mais tu l'as fait, tu as fait ça, et vous me laissez tomber tous les deux, c'est vraiment dégueulasse. Je dis, oui, c'est vrai, tu as raison, finalement. Je dis, alors, fais une musique là-dessus. Et il était tellement furieux sur moi qu'en 5 minutes, il a fait Banana Split, quoi. Ah, c'est ouf. Donc pas de double lecture pour ça. Pas de double lecture, parce que c'était vraiment Vanda qui avait envie de Tu sais, c'est pas nous qui avons... On a l'impression que c'est Serge Gainsbourg qui a inventé... Enfin, soi-disant le double sens ou des trucs comme ça. Les chansons depuis tous les... C'était du Oui, évidemment. Cole Porter en étrange. Voilà, exactement. Tout le monde... Depuis... Disons que l'exemple des sucettes était En plus, la très chanson, fort. entre guillemets, sexuelle, tout le monde a fait ça, quoi. Et Vanda était une fille qui... oui, elle était jeune, mais elle était très... c'était pas du tout une enfant, une pauvre enfant victime. Ah ouais. Et ça lui plaisait beaucoup voilà, elle aimait bien Debbie Harry de Blondie. Ouais, Enfin, voilà, quoi. Donc, C'est la New Wave.
Écoute, ça va être sur cette anecdote qu'on va doucement s'arrêter parce que le temps passe à une vitesse. J'aimerais conclure en vous demandant ce que vous retenez l'un de l'autre dans ce petit moment ensemble. Moi, ce que je retiens de lui, c'est pas de ce moment qu'on vient de passer ensemble, mais il y a un truc très fort qui me relie à lui, c'est qu'on est tous les deux fans d'un chanteur belge des années, justement, 60-50, qui est allé aux États-Unis, justement, jouer vaguement de la country music, qui s'appelle Bobbejaan Schoepen. Il était tellement énorme qu'il y a eu des parcs, tu sais, comme les Disneyland et tout ça, il y avait des Bobbejaan Land. C'est vrai. Et ce type-là a écrit justement, tu parlais de comment est-ce qu'on a commencé, nos Madeleines de Proust, ce qu'on aimait bien quand on était petit. À l'époque où j'aimais Johnny, François Hardy et tout ça, il y a un chanteur français qui s'appelle Richard Anthony qui a eu une chanson qui s'appelait « Je me suis souvent demandé ». Je me suis souvent demandé comment il se fait qu'un maçon n'a presque jamais sa maison. Et cette chanson, c'est une chanson de Bobbejaan Schoepen. Et lui, il a produit tout un album pour Bobbejaan Schoepen et il a fait en général, quand les types refont leur tube, c'est 10 fois moins bien, quoi. Et Bobbejaan Schoepen avait écrit une chanson magnifique sur les marins qui reviennent de la mer et qui remontent l'Escaut, et le moment où ils voient les lumières de l'Escaut et tout ça. Il a fait refaire cette chanson. Et c'était 15 fois mieux. Je suis hyper amoureux de cette version-là, quoi. Autant j'adore aussi la version originale, mais la deuxième version, c'est vraiment, je pense, c'est un des seuls qui a réussi à retravailler un tube et à le rendre presque encore plus magique que la première. Très beau compliment, ça, Dan. Oui. Toi, qu'est-ce que tu retiens de Jacques avant qu'on s'en aille? Moi, je me rappelle. Non, là, tu viens de me donner de l'espoir. Quand tu as 70 ans, tu peux t'imaginer écouter d'autres gens. C'est une dimension. Donc j'ai hâte. Il y a encore de l'espoir. Non, le plus beau moment dans mes rencontres avec Jacques, c'était la première fois que je venais dans ton appartement. Tu avais une farte avec plein de paroles, grande comme ça, mais donc 200, 300, 400 morceaux. Et puis, j'ai demandé ce que je peux ouvrir. Et puis, je l'ouvre. Et le premier morceau que je vois, c'est un morceau qui, dans ta langue, s'appelait « Papa travaille dans la mine ». Et j'ai dit « Mais non, c'est pas vrai. Ça, c'est un groupe que personne connaît, Timbuk. Ouais, un groupe américain, avec un très bon écrivain. Un groupe dont j'étais énormément fan, mais je croyais que j'étais le seul. Et puis, je voyais une traduction que tu avais faite pour personne, juste pour toi-même. Je me disais, waouh! Donc j'étais fou amoureux de son esprit. C'est vrai qu'on a beaucoup comme ça, des points communs inattendus, quoi. Ouais. Merci tous les deux d'avoir été avec moi. J'étais vraiment ravi de vous recevoir et d'entendre vos histoires. J'espère que nos chemins vont se recroiser. Qui sait? Ouais, qui sait. Merci à tous les deux. Quant à vous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur Pix Plus.